Coffre-fort qu'on surveille ce matin forcément à 11h45. On regarde notamment, on a parlé de beaucoup d'actifs qui réagissent à ce qui se passe. On va regarder ce qui se passe du côté de l'or et du bitcoin. Et surtout, on va en parler avec Laurent Schwartz qui est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour Guillaume. Bienvenue, directeur du comptoir national de l'or. Alors l'or, que fait l'or depuis ce matin? Que fait l'once d'or? Eh bien, voyez, petite progression, 5393 $ pour l'once d'or. Et puis le bitcoin de son côté, qui a vécu, vous le savez, des moments un petit peu compliqués. On est à 66 268. Sur l'once d'or, vous me disiez, on progresse de 2,5%, Laurent, ce matin. C'est ça, on progresse de 2,5%. C'est mesuré finalement comme réaction, non? Alors c'est vrai que c'est assez mesuré, on est sur une once autour de 5400 $ l'once. Oui. On est sur des records historiques malgré tout, hein. On est sur des niveaux très élevés. En euros, ça fait 148 500 €. On a atteint un maximum à 150 000 € le kilo. Oui. Et aujourd'hui, on reste sur ces niveaux-là, qui sont des niveaux très, très, très importants. Absolument. Alors 2,5%, c'est vrai que c'est mesuré. Ça avait déjà augmenté la semaine dernière, probablement en anticipation des tensions qui se sont accumulées. L'or, c'est plus 26% depuis le début de l'année. Oui. Et c'est plus de 55% d'augmentation sur les 12 derniers mois. Donc on est vraiment sur un régime fort. Un régime très très fort. Qu'est-ce que peut laisser, c'est une question évidemment sans réponse que je vous pose, mais qu'est-ce que peut laisser présager un conflit qui pourrait durer pendant des semaines, puisque c'est maintenant le timing qu'on nous annonce plus ou moins. Voilà, qu'est-ce que ça peut... Alors c'est vrai que l'or bénéficie des incertitudes qui sont, je dirais aujourd'hui, à leur paroxysme. Les incertitudes, en premier lieu, c'est la durée du conflit. Oui. En second lieu, c'est la régionalisation du conflit qui est en cours, et peut-être même l'intervention de la Russie et de la Chine, qui ont des intérêts dans la région. Je rappelle que 30% des exportations mondiales de pétrole proviennent de la zone, que l'Iran exporte 100% de son pétrole auprès de la Chine, et que ça représente 10% des importations de la Chine. Donc on a des enjeux qui sont très importants, qui sont croisés, ça s'enchevêtre, et l'incertitude, c'est que va faire la Chine et la Russie. Et on a également le maintien de ces routes maritimes. Est-ce qu'on va être capable de maintenir l'activité économique qui pourrait avoir un impact mondial et un impact sur les marchés financiers et sur les marchés économiques. Il y avait l'idée pendant des années que l'or réagissait à la poussée de l'inflation. Là, on est peut-être à la veille d'une nouvelle flambée, ou en tout cas progression de l'inflation. Est-ce qu'en 2026, c'est toujours vrai ? J'ai le sentiment que c'était moins vrai l'an dernier, que l'or n'était pas forcément le rempart, par définition, contre l'inflation, finalement. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'or évolue de manière très positive quand l'inflation est élevée, quand les taux d'intérêt sont à la baisse, quand les banques centrales achètent, et tout ça sont des variables qui poussent à la hausse le cours de l'or. Aujourd'hui, le seul, je dirais, indicateur qui passe au-dessus des autres, c'est la géopolitique, les tensions géopolitiques qui impactent aujourd'hui et qui influencent le cours de l'or. Oui, il y a une demande aussi toujours très grande de la Chine et des banques centrales aussi qui alimentent cette demande. Oui, ça fait des années que les banques centrales achètent de l'or de manière assez importante. Pour vous donner un ordre de grandeur, cette année, c'était près de 900 tonnes d'or qui ont été achetées par les banques centrales. Chaque année, c'est autour de 1000 tonnes d'or. Ce sont des niveaux qui sont des niveaux élevés. Et quand on sait que le marché de l'or, l'offre et la demande d'or sur le marché s'évalue à peu près à 4500, 5000 tonnes d'or, on voit que 1000 tonnes d'or, ça pèse sur un marché. Bien sûr. Donc les banques centrales en achètent, elles continuent d'en acheter, elles se dédollarisent et donc elles en achètent. Il faut savoir que le dollar est la première devise de réserve des banques centrales. Et que la deuxième, c'est l'or. C'est l'or. Et après, il y a l'euro. Donc, on a un actif qui est à la croisée de beaucoup de forces, de demandes. Il y a le secteur de la joaillerie aussi qui soutient le cours de l'or, même s'il est en retrait compte tenu de son cours élevé. Ça fait pas mal de facteurs de soutien. On parlait du dollar justement, il y a une petite envolée vers le dollar aujourd'hui, un repli vers le dollar, valeur refuge aussi. Et puis vous me disiez, il y a aussi ce qui s'est joué autour des droits de douane et de la décision de la Cour suprême, qui a alimenté quand même cette hausse de... Et là, c'est pareil, j'ai envie de vous dire, on est parti, alors peut-être pas pour des semaines, mais ça sauve pour des mois d'incertitude, là, évidemment. On est dans l'incertitude. La décision de la Cour suprême rebat les cartes, et donc on ne sait pas s'il y aura ou pas des droits de douane, et tout ça fige les marchés, tétanise les agents économiques
qui finalement ont mieux à faire en allant sur l'or. Ouais. Les perspectives alors dans cette histoire sur l'or, alors on voyait tous des projections des grandes banques américaines notamment qui disaient bon, pourquoi ne pas monter à 5-6 000 aux alentours de 2026. Qu'est-ce que vous dites vous aujourd'hui, Laurent? Alors, est-ce que ce qui se passe là, ces poussées des tensions géopolitiques bouleversent un petit peu vos prévisions quelque part, ou pas tant que ça finalement? Alors, c'est vrai que les tensions géopolitiques pèsent fortement sur le cours de l'or. Elles ont été intégrées depuis plusieurs semaines, je crois, dans le cours. C'est pour ça que finalement, l'augmentation n'est pas si importante ce matin suite aux actions du week-end. Votre question c'était est-ce que le cours de l'or a encore des perspectives de croissance? On a cru comprendre que oui. Alors c'est toujours difficile à dire. En tout cas, côté tension géopolitique, je pense qu'on est servi. Ouais. Est-ce qu'on a encore des perspectives d'augmentation? C'est vrai que c'est toujours difficile à dire. On ne sait pas ce que vont donner les impacts de cette guerre qui pourrait s'étendre. L'or, c'est aussi un actif valeur refuge. Ouais. C'est un actif vers lequel on va quand finalement on n'a plus confiance dans les monnaies, on n'a plus confiance dans les banques. Aujourd'hui, le financement de l'effort de guerre est aussi quelque chose qui a un impact sur la valeur des monnaies. Et donc, ça peut encore avoir... en fonction de la suite des événements, un impact positif sur le cours de l'or. Ce sont des tendances de fond qui ont été enclenchées, et donc on n'est pas prêt de voir le cours de l'or baisser, en tout cas pas à court terme. On a récupéré une partie de ce qui a été perdu, d'ores et déjà, on est bien d'accord. Oui, on a quasiment tout récupéré. On a quasiment tout récupéré. Donc, message à l'intention de tous ceux et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Bon, voilà, on peut encore rester positionné sur l'or, évidemment. Parlons un petit peu du Bitcoin. Alors, y a-t-il un découplage hors Bitcoin aujourd'hui? C'est aussi la grande question du moment. Hein. Oui, il est majeur. L'or, ces derniers mois, n'a cessé d'augmenter. On l'a dit, plus 55% depuis 12 mois. Le Bitcoin, de mémoire, c'est moins 37% sur les 12 derniers mois. Donc on est clairement sur un découplage. Est-ce qu'il y a jamais eu un couplage des deux? Je n'en suis pas sûr. Ça a été l'idée pendant un certain temps. Voilà, c'était l'idée parce qu'ils ont des points communs. Ce sont des actifs tous les deux qui sont alternatifs. Ce sont des actifs qui sont hors bancaire, ce sont des actifs qui sont un petit peu perçus comme des valeurs refuges, mais le Bitcoin n'est peut-être pas une valeur refuge. On le voit qu'il est corrélé au marché technologique américain. Quand le Nasdaq a fortement chuté, il a fortement chuté. Là, depuis quelque temps, les marchés sont un petit peu craintifs aussi sur une bulle potentielle de l'IA, et donc se désengagent aussi du Bitcoin, là où l'or est assez hermétique à tout cela. L'or monte quand les marchés financiers, boursiers baissent. Le Bitcoin peut baisser quand les marchés technologiques, baissent quand les marchés technologiques baissent. Donc il y a quand même des différences assez importantes. Le Bitcoin aussi, alors l'or a un certain nombre d'atouts. On a dit qu'il bénéficiait d'une demande diverse et variée. La bijouterie, c'est 50% de la consommation d'or. 50% de la consommation à bijouterie. Les banques centrales, c'est autour de 20% de la consommation d'or. On a des demandes qui émanent d'acteurs, je dirais, ou de secteurs importants, pérennes, structurels. L'or a une ancienneté millénaire, et donc par opposition, par comparaison, le Bitcoin, lui, a la valeur que les agents économiques lui confèrent. Un actif n'a de valeur que parce que les personnes autour d'une table disent je suis d'accord de l'acheter ou de le vendre à cette valeur, et donc il a sa valeur, mais néanmoins il n'est pas soutenu par ces secteurs, par des banques centrales. Il n'est pas une monnaie d'échange, il n'est pas un actif qui a les mêmes propriétés finalement que l'or. Oui, et puis il y a la question aussi, vous me disiez, de la profondeur de la demande qui n'est pas la même, évidemment. Alors oui, la profondeur de la demande n'est pas la même. On a même si c'est quelque chose qui est très qui se répand avec une évangélisation progressive de toujours plus en plus de monde. Les investisseurs en Bitcoin restent une population
réduite, là où l'or, c'est une base qui est quand même très large. Je vois notamment 89% des family office, vous me disiez dans vos notes, n'auraient pas d'investissement en crypto aujourd'hui. 72% ne seraient pas exposés à l'or non plus. Alors, Exactement. Alors, ce qu'on peut en tirer, c'est qu'il y a un potentiel d'évangélisation dans les deux, qui est très important. Il faut savoir que les Français investissent 10 fois moins d'or que les Allemands. Donc, c'est dire le potentiel que l'on peut... le potentiel de ce marché. Comment vous l'expliquez, ça, cette différence? Alors, on a cherché à l'expliquer. C'est toujours assez difficile de trouver des réponses. Néanmoins, en Allemagne, le cash a aussi un rôle qui est très différent. Bien sûr. Les Allemands sont très portés sur la valeur. Ils ont connu l'hyperinflation. Et donc, la valeur, le cash, c'est des éléments qui, culturellement, auxquels ils sont attachés. On a aussi des systèmes de distribution qui sont beaucoup plus... un maillage territorial fait par les banques, qui distribuent de l'or physique dans leurs agences bancaires, qui aussi contribuent à la distribution, à l'éducation, je dirais, des Allemands vis-à-vis de ce support d'investissement. Donc, on a... vous le disiez, des chiffres, des family office, 72% et 89%. Alors 89, oui, c'est ça, qui n'auraient pas d'investissement en crypto, 72 ne sont pas exposés à l'or non plus. Voilà, et donc ça veut aussi... Encore un travail d'évangélisation. Et donc ça veut aussi dire, pour différencier un petit peu l'or du Bitcoin, que 2 fois plus de personnes sont exposées au Bitcoin alors qu'au Bitcoin. Et donc ça veut dire aussi et surtout qu'il y a un potentiel d'investissement en France, mais... partout ailleurs, qui est assez important. Travail d'évangélisation qui se poursuit, donc, et rester et garder la tête froide face aux événements des dernières heures, évidemment, qui bousculent un petit peu la donne. Merci beaucoup, Laurent. Merci de passer nous voir aujourd'hui. Laurent Schwartz, directeur du comptoir national de l'or, avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup. À très vite, avec plaisir. 11h05.